48 heures suffirent à renverser 20 ans d'immobilité, créant une rupture si nette qu'elle sembla presque irréelle. Entre la vitesse des unités sahéliennes et la lourdeur des anciennes méthodes, l'écart devint un paradoxe stratégique qui révélait la fragilité silencieuse du dispositif régional. Alors, comment comprendre ce basculement fulgurant qui replace Ibrahim Traoré au centre d'une dynamique où la décision locale reprend enfin l'ascendant? Une nouvelle temporalité s'esquisse, brève, tendue, annonçant un territoire décidé à ne plus subir. La transformation enclenchée au Sahel ne repose plus sur l'attente, mais sur une capacité nouvelle à ordonner le terrain selon une logique interne. Cette transition offre une cohérence opérationnelle lisible par tous les acteurs locaux, donnant enfin aux forces sahéliennes un cadre qui ne dépend plus des impulsions extérieures. Chaque ajustement devient une étape mesurable, reliant les progrès techniques, l'autonomie décisionnelle et la stabilisation progressive des zones autrefois vulnérables. Ce glissement méthodique modifie les enjeux. Ce n'est plus la survie immédiate qui structure l'action, mais la possibilité d'installer une continuité suffisamment stable pour résister aux pressions cumulées des 2 dernières décennies. Le risque demeure pourtant palpable, car l'équilibre régional reste soumis à des tensions politiques, à l'épuisement institutionnel et à des attentes populaires longtemps compressées. Mais si cette dynamique tient, elle pourrait inaugurer une séquence rare, une stratégie sahélienne capable de se maintenir sans se dissoudre sous le poids des urgences. Et si cette cohérence naissante était le véritable point de bascule, la révélation arriva en 2 temps. Un signal intercepté avant l'aube du 2 octobre et un changement discret dans la manière dont les armées sahéliennes interprétaient leurs propres données. Ces deux éléments, presque anodins isolément, formèrent pourtant le premier jalon concret d'une inversion méthodique capable de modifier un rapport de force enraciné depuis plus de 20 ans. La bascule ne partit ni d'un grand discours ni d'un renversement spectaculaire, mais d'une observation simple. Lorsque la chronologie du danger cesse de dicter celle de la décision, une région longtemps condamnée à réagir peut enfin initier. Dans cette logique émergente, Ibrahim Traoré perçut rapidement que la clé ne se trouvait pas dans la puissance brute, mais dans l'organisation patiente des flux d'informations circulant entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Chaque officier comprit alors que le moindre retard consolidait la dépendance, tandis que le moindre gain d'autonomie ouvrait un espace nouveau où la coordination locale devenait possible. Autour de Ouagadougou, les indices se multipliaient. Des mouvements irréguliers près des frontières, des dépôts de carburant surgissant comme des points chauds et des messages captés au Mali qui ne correspondaient plus aux schémas habituels. Le décor semblait immobile, mais le sable portait des traces d'une activité subtile, révélant que le territoire n'était plus un espace passif. Dans les villages d'Arbinda, de Gao ou de Terra, l'attente accumulée se transformait en pression collective, rappelant que les 2,5 millions de déplacés ne représentaient pas une abstraction statistique, mais une urgence humaine envahissant chaque décision. Cette tension, loin d'affaiblir la méthode naissante, l'alimenta. La sobriété opérationnelle devint une signature, un cadre dans lequel observer, partager la charge, puis décider ensemble suffisait à stabiliser des unités autrefois fragmentées. Les ingénieurs installés entre Bamako et Niamey finalisaient des réseaux chiffrés capables de contourner les systèmes importés, tandis que les premiers drones sahéliens effectuaient des vols d'essai qui validaient la possibilité d'une autonomie technique réelle. Ainsi prit forme un laboratoire discret où le Burkina Faso devenait un centre nerveux inattendu et où la méthode portée par Ibrahim Traoré s'imposait moins par l'autorité que par la cohérence qu'elle permettait d'atteindre.
Au cœur de la transition sahélienne, une figure discrète s'imposa sans chercher la lumière. Un officier burkinabé façonné par une longue succession d'échecs collectifs plutôt que par l'héroïsme. Son rôle n'était pas d'incarner une rupture, mais de canaliser une méthode. Cette rigueur silencieuse introduite dans une salle nue de Ouagadougou, autour d'une carte usée où aucune mise en scène ne venait perturber la concentration des commandants. Il ouvrait la séance d'un geste bref, laissant le langage du terrain guider les échanges, convaincu que la sobriété continuerait de révéler ce que les analyses complexes masquaient parfois. Un premier cas apparut près de Bamako. Une petite équipe de codeurs, jusque-là cantonnée à des tâches annexes, réussit à stabiliser un réseau chiffré dont la fiabilité surprit même les unités habituées aux systèmes importés. Cette avancée, invisible à grande échelle, réduisit pourtant des angles morts qui avaient coûté de nombreuses vies au fil des années. Un second cas prit forme à Niamey, dans un hangar improvisé, où des techniciens assemblèrent les premiers drones sahéliens capables de survoler les dunes sans dépendre d'équipements venus de l'extérieur. Leur trajectoire régulière prouva que la région possédait les compétences nécessaires pour concevoir ses propres outils, même dans des conditions logistiques précaires. Ces réussites n'avaient rien d'un miracle. Elles découlaient d'une coordination patiente, d'une répartition méthodique de la charge et d'une confiance retrouvée entre unités longtemps fragmentées. Les villages frontaliers ressentirent rapidement ces effets initiaux. Les habitants commencèrent à écouter davantage les radios locales, signe discret que le récit cessait lentement de leur échapper. La méthode dépassait l'homme, et c'était là son véritable pouvoir. L'activation débuta avant l'aube, lorsque les signaux vérifiés la veille déclenchèrent une succession d'ordres d'une précision inhabituelle. À 04h30, l'instruction circula en silence, portée par les réseaux chiffrés stabilisés au fil des mois. Les unités alignèrent immédiatement leurs fréquences. Les positions s'ajustèrent. Les premières patrouilles avancèrent sans bruit entre les dunes encore froides. Une tension compacte, presque mathématique, enveloppait les mouvements. Rien ne ressemblait aux opérations antérieures. Puis la séquence bascula dans le temps court. À 05 Zerozougo, les batteries SR5 du Burkina Faso rugirent. Les roquettes tracèrent de leur arc net au-dessus du sable. Elles frappèrent les motos ennemies, cœur mobile de leur déploiement. La deuxième salve pulvérisa les dépôts de carburant. La troisième désorganisa les tentes de commandement, effaçant les relais qui réglaient encore les communications adverses. Un corridor tactique s'ouvrit soudain, révélant une faiblesse que n'avaient pas anticipé les observateurs extérieurs. Les drones maliens ajustèrent les trajectoires en temps réel. Les unités nigériennes verrouillèrent les points d'appui. Chaque geste suivait un protocole local, sans ajustement étranger, sans filtre extérieur. Le point culminant arriva quand la colonne principale ennemie devint aveugle. Les drones dévoilaient des signatures thermiques désarticulées. Les déplacements adverses perdaient en cohérence. Les officiers comprirent que l'avantage basculait. Le désert, longtemps perçu comme un handicap, devenait un multiplicateur d'effets. Chaque dune masquait une progression. Chaque recoin soutenait une synchronisation nouvelle. À midi, le champ de bataille s'était entièrement reconfiguré. Les routes étaient coupées, les relais dissous. Les unités sahéliennes avançaient à couvert, non pour exécuter un plan imposé, mais pour défendre leur propre logique stratégique. Dans les villages voisins, les habitants percevaient les explosions différemment. La peur, pour la première fois depuis des années, changeait de camp. Les radios locales prenaient le dessus sur les bulletins étrangers. Un fil narratif se recomposait, porté par ceux qui vivaient enfin la scène au lieu de la subir. Au crépuscule, la phase d'onde de choc commença. Les fumées autour de Tindiban dessinaient un paysage transformé. Les soldats burkinabés, épuisés,
mais lucides, se regardaient dans un silence grave. 20 ans de contraintes accumulées se dissolvaient en 48 heures. Aucun cri triomphal, aucune bannière. Seulement la conscience ténue qu'une époque venait de s'achever. Les murmures parcoururent alors les villages du Nord. Cette fois, c'est nous. Les récits locaux remplaçaient les analyses distantes. La région retrouvait une manière d'habiter l'événement. C'est dans cette atmosphère dense qu'émergea le rôle d'Ibrahim Traoré, non comme un chef surplombant la scène, mais comme un point fixe maintenant la cohérence de la méthode. La décision locale, réhabilitée, stabilisait chaque étape. La cohérence devenait la ressource première, plus décisive que les équipements ou la supériorité numérique. Ainsi se déploya la séquence complète. Activation précise, sommet brûlant, puis onde de choc silencieuse, révélant un territoire qui refusait désormais d'attendre que d'autres définissent son horizon. La lecture froide des données donna à l'offensive sahélienne une dimension nouvelle, éloignée des récits improvisés ou des interprétations diplomatiques qui avaient longtemps accompagné les crises régionales. Elle montrait un déplacement réel du rapport de force, mesurable, reproductible, issu d'un processus lentement construit plutôt que d'un éclat ponctuel. Ce basculement apparut clairement lorsque les états-majors alignèrent les chiffres avec les opérations du terrain, révélant comment une logique locale structurée sur 12 mois avait réussi à imposer son rythme. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré n'agissait pas comme une figure centrale omniprésente, mais comme celui qui veillait à ce que la méthode reste stable, cohérente et débarrassée des interférences extérieures. Le premier indicateur fut le plus spectaculaire. 120 positions ennemies neutralisées en moins de 48 heures. Ce chiffre traduisait une précision opérationnelle acquise grâce à une circulation d'informations enfin fluide. Il ne s'agissait pas d'un exploit isolé, mais du résultat direct d'un delta stratégique. Là où les anciennes opérations dépendaient d'évaluations fragmentées, la séquence récente reposait sur une lecture continue du terrain. Les unités de Bamako, Niamey et Ouagadougou travaillaient selon un même protocole, éliminant la lenteur qui rendait autrefois les ripostes inefficaces. Cette accélération maîtrisée formait le cœur du changement, une action sahélienne produite par des moyens sahéliens dans un ordre sahélien. Le second indicateur révéla l'ampleur spatiale de la manœuvre. Près de 600 km furent couverts de manière coordonnée. Cette superficie indiquait que le réseau chiffré soudé l'année précédente renforçait réellement la cohérence tactique. Un delta significatif apparaissait. Le territoire, longtemps trop vaste pour être contrôlé sans assistance extérieure, devenait maintenant un espace maniable grâce aux transmissions locales. Les équipes techniques avaient transformé un handicap géographique en atout stratégique, permettant aux unités distantes de réagir en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures. Le Sahara ne représentait plus un mur logistique, mais une architecture ouverte accueillant des trajectoires ajustées en temps réel. Le troisième indicateur concerna les populations civiles. Un taux de perte inférieur à 3% malgré l'intensité des frappes. Ce pourcentage révélait une sélection de cibles construite autour d'un suivi d'images minutieux et constant. Là encore, le delta était visible. Les opérations antérieures entraînaient souvent des dommages collatéraux lourds, tandis que la nouvelle méthode privilégiant la vérification systématique réduisait les erreurs. Les unités sahéliennes maîtrisaient désormais un outil que beaucoup jugeaient inaccessible, la capacité à frapper vite sans frapper large. Ce résultat renforça la confiance des populations frontalières, qui voyaient dans cette précision une protection réelle et non symbolique. À travers ces trois mesures, un fil technique se dessinait, indiquant qu'un territoire fragmenté pouvait se recomposer dès lors que la décision redevenait locale. Les ingénieurs sahéliens validèrent leur protocole dans des conditions difficiles,
prouvant que la résilience du réseau chiffré pouvait supporter des charges prolongées sans effondrement. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens comprirent que ces chiffres n'étaient pas décoratifs. Ils représentaient des vies préservées, des villages qui n'auraient pas à fuir encore, et une méthode enfin capable de dépasser les improvisations passées. La cohérence devint alors la mesure cachée derrière tous les autres indicateurs, un langage commun reliant chaque mouvement à une autonomie désormais tangible. Les critiques formulées après l'offensive sahélienne ne naquirent ni de la précipitation ni d'un réflexe idéologique. Elles reposaient sur deux lectures structurées, chacune portée par des arguments consistants qu'il aurait été trop simple de balayer d'un revers de main. La première soutenait que la vitesse extrême de l'opération risquait d'éclipser les contre-pouvoirs civils. Selon cette perspective, agir en quelques heures, frapper si fort et assumer un tempo aussi tendu pouvait rappeler des précédents où l'urgence militaire avait servi de justification implicite à un resserrement du pouvoir. Des observateurs européens évoquèrent même un retour des réflexes autoritaires, redoutant qu'une souveraineté militaire affirmée ne devienne un modèle difficile à encadrer politiquement. Ce raisonnement s'appuyait sur une logique prudente. Plus une institution agit vite, plus elle risque de fausser l'équilibre qui doit la contenir. Rien, à première vue, n'était incohérent dans cette inquiétude. La seconde critique adoptait une lecture différente, mais tout aussi construite. Certains virent dans l'offensive une démonstration de force destinée à galvaniser l'opinion publique lassée des interventions étrangères. L'opération fut alors présentée comme un geste populiste, spectaculaire mais fragile, incapable de remplacer des structures institutionnelles solides. La réussite tactique pouvait, selon cette ligne d'analyse, masquer une vulnérabilité profonde, celle d'un modèle fondé davantage sur l'enthousiasme national que sur une architecture durable. Ici encore, le raisonnement se tenait. Le Sahel avait déjà connu des élans collectifs qui s'étaient brisés sur les lenteurs administratives ou les rivalités internes. Cependant, lorsque ces critiques furent confrontées aux faits, leur solidité se fissura sans s'effondrer totalement. L'opération sahélienne n'avait pas été improvisée. Elle résultait de mois de préparation technique, d'un réseau chiffré minutieusement éprouvé et de protocoles communs ajustés depuis un an. Aucune intervention extérieure secrète ne transparaissait dans le dispositif. Les effets observés, coordination continue, sélection rigoureuse des cibles, cohérence radio stabilisée, indiquaient une méthode ancrée dans la réalité plutôt qu'une mise en scène. Les deux critiques demeurent utiles pour interroger les risques, mais les données du terrain montrent une architecture qui relève davantage d'une autonomie structurée que d'un geste politique impulsif. L'autonomie prenait forme. Cette évidence surgit au milieu de l'opération, non comme une proclamation, mais comme une démonstration irrécusable. Les unités sahéliennes n'exécutaient plus un schéma importé. Elles synchronisaient leurs frappes, leurs trajectoires et leur transmission à partir d'un langage technique conçu localement. Les drones maliens guidaient les axes d'avancée. Les unités nigériennes verrouillaient les appuis. Les batteries burkinabées ajustaient les tirs avec une discipline presque clinique. Rien n'indiquait une dépendance extérieure. Tout renvoyait à une maturité méthodologique longtemps jugée hors de portée. C'est à cet instant que le rôle d'Ibrahim Traoré apparut sous un angle inattendu. Il ne dirigeait pas chaque mouvement. Il garantissait que la structure décisionnelle reste stable pendant que les unités prenaient l'initiative. Ce déplacement discret mais décisif montrait qu'une stratégie ne se bâtit pas uniquement par la centralisation, mais par la capacité à laisser les niveaux intermédiaires agir dans un cadre maîtrisé. Le reveal tenait donc en une phrase. Ce n'était plus un objectif futur, mais une réalité en cours de démonstration.
Une cohérence organique se formait sous les pas des soldats, faisant du désert non plus un obstacle, mais un espace où l'autonomie devenait tangible et reproductible. L'offensive sahélienne produisit des effets qui dépassèrent largement la scène militaire. Elle réorganisa les comportements institutionnels, transforma les dynamiques économiques, modifia la vie quotidienne des populations et redessina les équilibres régionaux. Ces évolutions, loin d'être anecdotiques, révélèrent l'ampleur concrète de la méthode soutenue par Ibrahim Traoré et de la cohérence acquise durant les mois précédant la séquence de Tindiban. Sur le plan institutionnel, pour l'État burkinabé, le premier impact fut institutionnel. Les administrations, longtemps ralenties par l'instabilité, retrouvèrent une cadence plus prévisible, portée par des décisions désormais émises selon une logique interne plutôt qu'imposée de l'extérieur. La souveraineté opérationnelle permit de renégocier certaines relations diplomatiques avec plus d'assurance, en assumant un ton moins dépendant des arbitrages étrangers. Cette cohérence politique offrit au Burkina Faso une capacité nouvelle à se présenter comme un acteur structuré dans les discussions régionales. Sur le plan économique, les effets économiques émergèrent avec une certaine lenteur, mais révélèrent des transformations profondes. Les investisseurs, d'abord prudents, observèrent une stabilisation relative due à la diminution des angles morts sécuritaires et à la régularité retrouvée des flux. Peu à peu, des capitaux revinrent, soutenus par la visibilité accrue qu'offrait une méthode locale désormais assumée. En parallèle, de petites entreprises technologiques naquirent autour de Bamako, Ouagadougou et Niamey, démontrant que l'autonomie stratégique pouvait devenir une source d'innovation plutôt qu'un repli. Du point de vue des populations, dans les villages du Nord, la conséquence la plus immédiate fut émotionnelle. La peur, longtemps enracinée, se dissipa progressivement lorsque les attaques diminuèrent et que les habitants retrouvèrent un horizon moins incertain. Les déplacés commencèrent à revenir, entraînant la reprise des marchés, des routes et des activités de base. Les écoles improvisèrent même des cours autour de la triade intelligence, mobilité, unité, signe que le récit cessait enfin de dépendre des narrations extérieures. À l'échelle régionale, au niveau régional, la coopération Mali-Niger-Burkina gagna en intensité. Une structure de sécurité conçue à Niamey prit forme pour coordonner doctrine, transmission et infrastructures communes, marquant un déplacement symbolique du centre de décision vers les capitales sahéliennes. D'autres pays observèrent discrètement ce modèle, percevant dans l'expérience sahélienne une démonstration d'autonomie reproductible dans des contextes voisins. Ce glissement géopolitique confirma que la méthode défendue par Ibrahim Traoré ne relevait plus d'une expérimentation ponctuelle, mais d'une architecture durable en devenir. À travers ces quatre sphères, un constat s'imposa. La victoire tactique n'était que le seuil. La véritable transformation résidait dans la capacité d'un territoire à reprendre la maîtrise de son propre récit, à reconfigurer ses priorités et à reconstruire des marges de décision longtemps perdues. Les mois qui suivirent la victoire de Tindiban ouvrirent un champ d'incertitude maîtrisé, dans lequel chaque trajectoire dépendait moins des prédictions que des conditions capables de les rendre possibles. Le Sahel avançait désormais dans un espace hybride, assez stable pour envisager plusieurs horizons, mais encore fragile pour que la moindre fluctuation puisse modifier l'équilibre. Les trois scénarios envisagés par les analystes régionaux reflétaient cette zone intermédiaire où la cohérence institutionnelle, la discipline opérationnelle et la solidité du récit public interagissaient en permanence. Dans le scénario le plus probable, dans l'hypothèse la plus réaliste, l'alliance des États sahéliens maintiendrait sa coordination minimale. Les réseaux chiffrés continueraient de fonctionner, permettant une vigilance stable,
mais l'intensité des réformes institutionnelles resterait modérée. Les zones libérées verraient un retour progressif des échanges locaux et une reprise prudente de la vie quotidienne. Le risque principal tiendrait à l'usure. Maintenir la cohérence opérationnelle exigerait un effort constant que la fatigue politique ou sociale pourrait affaiblir. Dans l'hypothèse la plus favorable, une trajectoire plus positive verrait la doctrine sahélienne devenir un cadre de référence pour plusieurs capitales africaines. Les partenariats sud-sud s'approfondiraient, offrant une marge diplomatique qui réduirait les tensions héritées des années d'intervention extérieure. Des normalisations partielles pourraient émerger, renforçant la stabilité institutionnelle déjà perceptible après l'offensive. Ce scénario suppose cependant une discipline continue. Seules des institutions alignées et un récit collectif cohérent permettraient d'éviter les divisions internes. Dans la trajectoire la plus fragile, la dynamique pourrait néanmoins se fragmenter si des tensions politiques internes réapparaissaient. Des divergences de priorités entre les membres de l'Alliance, amplifiées par des campagnes de désinformation extérieure, affaibliraient la cohésion obtenue difficilement. Les investisseurs se retireraient, les populations perdraient confiance, et l'élan stratégique s'éroderait jusqu'à réduire la victoire de Tindiban à un symbole sans suivi. Une telle dégradation rappellerait que les avancées récentes ne possèdent rien d'irréversible. Au croisement de ces trois voies, une recommandation méthodologique s'impose: raisonner en condition plutôt qu'en certitude, afin de garder ouvertes les marges d'action qui déterminent réellement l'évolution du Sahel. L'impact de la victoire de Tindiban ne se limita pas aux institutions ni aux unités engagées. Il se propagea jusque dans la manière dont différents publics interprétèrent le basculement sahélien. Chaque groupe observa la transformation selon son propre rapport au temps, à la stabilité et au récit collectif. Ces lectures divergentes ne traduisirent pas une fracture, mais un spectre de sensibilité révélant ce que la transition faisait naître comme attente ou comme prudence. Un premier groupe y voyait une leçon de lucidité. Pour une partie du public, l'offensive représenta une démonstration de clarté méthodologique. Ils y virent la preuve qu'une région longtemps perçue comme dépendante pouvait élaborer sa propre logique, la tester et l'assumer jusqu'au bout. Cette lecture valorisait la capacité du terrain à structurer la décision, rappelant que l'expérience directe conserve une force explicative que les analyses extérieures ne remplacent jamais totalement. Un deuxième groupe observait avec prudence et curiosité. Un autre segment n'adopta une position intermédiaire. La transformation les intéressait, mais ils demeuraient attentifs au risque de fragmentation institutionnelle. Pour eux, le retournement du Sahel fonctionnait comme un miroir. Il montrait ce qu'une région pouvait accomplir lorsque son récit cessait d'être dicté par des acteurs lointains. Cette prudence ne freinait pas l'espoir, elle le rendait simplement conditionnel et attaché à la stabilité future. Un troisième groupe y voyait un laboratoire. Enfin, certains observateurs analysèrent l'événement comme un prototype. Ils considéraient la triade intelligence, mobilité, unité comme un cadre exportable vers d'autres espaces confrontés à des contraintes similaires. Leur interrogation ne portait plus sur la durée potentielle du modèle, mais sur la manière de l'adapter sans le dénaturer. À travers ces trois regards, un point convergeait. La victoire ne parlait plus seulement d'un champ de bataille, mais de la capacité d'une société à reprendre la maîtrise de son horizon. La transformation du Sahel ne pouvait survivre sans un cadre d'action capable de durer au-delà de l'élan initial. L'objectif n'était plus d'accumuler des victoires ponctuelles, mais de construire une architecture stable, mesurable et transmissible. Dans cette logique, Ibrahim Traoré soutenait une méthode où chaque étape devait préciser un acteur, un horizon et un indicateur.
afin d'éviter la dispersion qui avait affaibli la région pendant 2 décennies. La première étape visait à harmoniser les forces sahéliennes, qui, les états-majors conjoints, quand 6 prochains mois, mesure, communication stable et temps de réaction aligné. Le but était de garantir une cohérence tactique durable sans dépendance extérieure. La deuxième étape consistait à transformer les anciens axes de conflit, qui, administration locale et ingénieurs civils, quand, fenêtre de 12 mois, mesure, reprise des échanges et retour des services essentiels. Cette reconversion devait ancrer la sécurité dans l'économie quotidienne. La troisième étape visait à consolider les réseaux techniques locaux, qui, équipes de Bamako, Ouagadougou et Niamey, mesure, résilience du réseau et réduction des interruptions critiques. L'enjeu consistait à maintenir l'avantage informationnel acquis durant l'offensive. La quatrième étape cherchait à réduire les tensions intercommunautaires, qui, acteurs civils régionaux, mesures, participation aux programmes culturels et baisse des incidents frontaliers. La confiance devait redevenir un levier structurel, non un simple effet collatéral. La cinquième étape proposait de créer un conseil permanent de coordination, qui, les 3 gouvernements sahéliens, rôle, harmoniser, diplomatie, infrastructure et gestion de crise, mesure, continuité des politiques et anticipation collective des risques. Cette instance avait pour fonction de stabiliser le récit commun et de prévenir les divergences futures. À travers ces 5 étapes, la feuille de route cherchait moins à figer un modèle qu'à assurer la cohérence d'un territoire décidé, à ne plus laisser l'initiative lui échapper. Lorsque le vent retomba sur Tindiban, une impression familière ressurgit, celle de la salle nue de Ouagadougou où tout avait commencé, avec une carte usée posée au centre et une méthode construite sans emphase. Le motif revenait non comme un souvenir figé, mais comme un fil reliant l'élan initial à ce qui se dessinait désormais dans les villages, les routes et les postes avancés. Le geste sobre aperçu autrefois, une main glissant lentement sur le sable pour mesurer la cohérence d'un terrain instable, retrouvait un sens nouveau. Ce geste, humble et précis, indiquait que la souveraineté n'est jamais un symbole, mais une pratique quotidienne faite de vigilance, de patience et de décisions assumées. Ibrahim Traoré y apparaissait comme un point d'équilibre, veillant à ce que la méthode reste intacte pendant que le territoire se réappropriait progressivement ses marges d'action. Dans les villages, les tambours reprenaient, les marchés se reformaient, et les récits circulaient à nouveau entre les familles, rappelant que la victoire de Tindiban se prolongeait surtout dans les gestes ordinaires. Rien ne prétendait à l'euphorie. La joie restait lucide, ancrée dans la mémoire des années de dispersion. Ainsi s'esquissait une évidence simple. La force n'a de sens que si elle élève. Le mouvement amorcé au Sahel ne se comprenait plus uniquement dans la logique des opérations, mais dans la manière dont un territoire choisissait de reprendre sa place dans le récit qui le concerne. Chaque étape révélait qu'une autonomie ne devient durable que lorsqu'elle s'enracine dans les pratiques quotidiennes, dans les débats locaux, dans les ajustements silencieux qui façonnent la vie collective plus sûrement que les proclamations. Les villages, les marchés et les quartiers frontaliers continuaient de donner forme à cette transition, intégrant, jour après jour, une méthode décidée à proximité plutôt qu'à distance. Cette dynamique invitait à un dialogue ouvert plutôt qu'à une conclusion fermée. Elle rappelait que la souveraineté n'est jamais un résultat figé, mais un horizon qui dépend de la capacité de chacun à questionner, à affiner et à participer. Le Sahel offrait ainsi un espace rare pour réfléchir, sans précipitation, à la manière dont une société peut reconstruire son centre de gravité. Alors,
Dans un monde où chaque région cherche à définir son avenir, une question demeure simple et nécessaire. Quel champ de bataille choisirions-nous pour nous-mêmes?